Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Amélie, je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien et je suis ravie d'être ici aussi. Donc, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Amélie Caen, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? Oula, vaste question. Alors, mon nom de famille, il se prononce Canan. Je dis parce qu'en fait, on a tendance à dire Caen à chaque fois et du coup, c'est Canan, mon nom de famille. Moi, qui je suis? Alors, vaste question. Je suis entrepreneur depuis 2018, anciennement juriste en droit du travail. Et nous, on accompagne les entrepreneurs qui sont surchargés à aller chercher de la croissance, mais sans se cramer. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait dans la boîte. Super, bon, on aura l'occasion d'en revenir un peu après. Tous les épisodes commencent en général par une traditionnelle question. Et la question traditionnelle, c'est aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait sens? Hmm. Je dirais 9 parce que j'ai de plus en plus de difficultés à me dire qu'est-ce que je voudrais de différent ou de plus. Genre, les idées me viennent beaucoup moins vite qu'avant. Donc, on va dire que si tu m'avais posé la question quelques années en arrière, j'aurais sûrement mis une note beaucoup plus basse, mais là, je dirais 9 juste pour me laisser un ouais, une petite marge de manœuvre si jamais je me dis 10. On a l'impression qu'on a absolument tout. Donc, ouais, je dirais 9. Et justement, si on devait passer à 10, tu aurais quoi en tête là pour passer à 10? Qu'est-ce qui me manquerait pour passer à 10? Bonne question. Je pense que dans quelques semaines, là, quand on va être parti en Thaïlande avec mon chéri, je pense que je serai à 10. Je pense que je serai à 10. Et c'est quoi la Thaïlande? Vous allez chercher quoi? C'est la chaleur, c'est les voyages, c'est... Ouais, pour moi, c'est plus l'opportunité de découvrir, vraiment la notion de découverte, de curiosité, de rencontrer des gens, de la chaleur aussi, évidemment, mais bon, la chaleur, on peut la trouver un petit peu plus près qu'en Thaïlande. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Et c'est un besoin que j'ai. J'adore bouger, j'adore découvrir. Et donc là, dans 15 jours, quand on va y être, je pense que je vais être particulièrement nourrie. Ah, trop cool, trop cool, trop cool. Et justement, si on revient sur ces moments où bah, la note, elle était pas aussi haute, t'as un moment en particulier où tu dis, waouh, mais alors là, j'étais niveau sens zéro, quoi. Ouais, j'ai un moment précis en tête parce que c'est souvent une histoire que je raconte. Je dirais janvier 2020, quand j'étais en Tanzanie. C'était mes premières vacances depuis 1 an et demi d'entrepreneuriat et j'ai fait que pleurer pendant ce voyage. Parce que je me disais, mais je n'avais pas du tout envie d'y retourner, j'avais pas envie de rentrer en France, vraiment, je manquais de sens à ce moment-là. Je ne savais même pas pourquoi j'étais devenue entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Je pensais que je ne serais jamais entrepreneur. Moi, j'ai un papa entrepreneur. Du côté de mon papa, d'ailleurs, ils sont tous entrepreneurs. Genre ma tante, mon oncle, ma grand-mère, vraiment du côté de mon père, ils sont tous entrepreneurs. Et moi, je les ai vraiment vus se cramer au travail. Donc, moi, quand mon père, il me disait, ah, tu pourras reprendre l'entreprise familiale, etc. J'étais là, mais hors de question. Moi, j'étais à l'époque en train de travailler en cabinet d'avocat. J'étais loin de m'imaginer que je deviendrais entrepreneur. Donc, j'ai toujours été un petit peu en mode refus, rejet total de l'entrepreneuriat. Et puis, finalement, en fait, on est venu me chercher. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré mon entrepreneuriat en 2018, on était 5 associés. Et donc, les 4 autres personnes sont venues me chercher en me disant, c'est absolument toi qu'il nous faut dans le projet. Nous, on rachetait des boîtes, en fait, et on les structurait sur nos domaines de compétences. Et il leur manquait un peu la casquette de structuration, partie RH, etc. Et donc, j'ai rejoint le projet parce que la mission me plaisait et que bah, ils m'ont bien convaincu en me disant que j'étais la bonne personne. Donc, j'ai commencé à entreprendre comme ça. Ah, trop bien. Et du coup, tu as entrepris comme ça et on arrive en janvier 2020. C'est ça que tu t'as dit, janvier Ouais. 2020. Et finalement, ce qui avait l'air kiffant ou ce qui faisait sens ne le fait plus. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Ouais, bah,
en fait, je pense comme beaucoup, je pense que ce qui m'a attiré, bon, c'est le projet en lui-même, mais c'est également cette notion de liberté, un peu, de me dire, je vais pouvoir me sentir plus libre au niveau des horaires, au niveau ouais, du projet que j'ai envie de mener, de pouvoir mener ma barque de A à Z. Et puis en réalité, je me suis retrouvée à mon tour complètement surchargée. On a racheté 4 ou 5 boîtes en un an, et moi, je faisais un jour par semaine dans chacune des boîtes. Je faisais du consulting RH à côté et en fait, j'étais lessivée et je me disais, est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai entrepris? Bah en fait non, parce que là, la liberté, pour le coup, elle était très loin, très très loin. Donc ça, c'est un peu ce qui se passait en janvier 2020 quand je suis partie pour mes premières vacances depuis un an et demi. J'étais complètement cramée et que je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Et du coup, t'as fait quoi? Je me suis T'en es séparée de mes associés. Euh, directement en retour de vacances? Ouais, je me suis séparée de mes associés, j'ai refait ma barque solo et je me suis dit, bah là, pour le coup, je vais tout construire de A à Z et je vais le faire à ma manière avec la croissance que j'ai envie d'aller chercher, mais pas y aller comme un bourrin. Voilà, ça a été ma philosophie et je ne l'ai jamais quitté depuis, mais franchement, janvier 2020, c'était une période vraiment très compliquée. C'est comme ça qu'est née du coup ton idée justement d'accompagner les entrepreneurs à croître sans se cramer et avec cette notion d'organisation avant tout. Pas encore parce que en fait je l'ai fait d'abord pour moi. J'avais pas du tout. Encore une fois, je faisais du consulting pour dans des TPE PME plutôt sur la partie RH ou structuration de boîte. Loin de moi l'idée d'en faire une entreprise à part entière. Et donc je suis arrivée en mars, je crois, en mars 2020 dans le réseau Bouge ta boîte. Je sais pas si tu connais. Bon, c'est un réseau professionnel féminin pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je suis arrivée dans ce cercle-là à Annecy. Et en fait, on a commencé à me demander des conseils sur la partie réduction de charge de travail, etc., etc. Donc, j'ai fait un premier événement dans mon cercle à moi. Puis ensuite, on m'a demandé d'intervenir au national. Puis ensuite, je suis intervenue dans les différents cercles locaux. Et en fait, l'idée a commencé à germer de dire, j'aime trop, en fait. J'aime trop partager ce message-là, de dire qu'on peut aller chercher de la croissance, mais le faire sereinement. Et au début, je donnais vraiment quelques tips un peu de ce que moi j'avais fait. Mais c'était même compliqué pour moi de l'expliquer, en fait, ce que j'avais réussi à faire solo. Je trouvais ça naturel et en même temps, c'était difficile de vraiment expliquer un process. Donc, ce n'est qu'en février 2021 que j'ai créé l'Académie du Temps et que je n'ai jamais quitté depuis. Et après, j'ai arrêté le consulting RH, etc. Mais ouais. Donc on va dire que je l'ai fait d'abord pour moi et après on va dire que je l'ai plutôt partagé à titre de conseil gratuit avant d'en faire vraiment un business. Ah, trop bien. Du coup, quand tu en as fait un business, tu avais déjà finalement, on va dire, validé ta cible, tu avais Ah déjà oui, eu des bah potentiels ouais, limites sans le off. vouloir, sans le Ouais, vouloir parce que moi je voulais juste partager mon parcours en fait, un peu partager mon histoire, mon parcours, des conseils et puis finalement les gens il y avait de la demande trop et bien. donc j'ai vraiment commencé parce qu'on me l'a demandé. Et tu as réussi ensuite, une fois que tu avais ton activité comme ça vraiment à toi, à pas rentrer dans ce que j'appelle la rat race de l'entrepreneur, justement, et aller à toujours plus de share et ça, parce que on a beau savoir la théorie de oui, c'est bien, faut croître lentement, Ouais, etc. Il y a ouais. quand même l'ego, il y a quand même plein de trucs qui jouent. Toi, tu as réussi justement à vraiment ne Je pas dirais que rentrer là. c'est je dirais que c'est pas facile tous les jours non plus, hein. Je suis pas là pour pouvoir vendre l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. L'entrepreneuriat, c'est des périodes aussi où on va être un petit peu plus dans le rush, des périodes où on a de l'ambition aussi qui est derrière et qui fait qu'on a envie de travailler un petit peu plus. Mais par contre, la théorie, on va dire, je l'avais avant de démarrer l'entrepreneuriat en me disant, c'est bon, après ce qu'avait connu ma famille, je me disais, c'est sûr, je ne vais pas entreprendre de cette manière-là. Puis quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai compris que c'était de la théorie parce qu'il suffisait pas de décider d'avoir une bonne charge de travail et une croissance sereine pour que par magie, ça se réalise. Donc j'ai très vite compris, là, 2018-2019 et début 2020, que il suffisait pas de décider. Donc après, j'ai compris que c'était plus de la théorie et donc je veille vraiment à avoir un pilotage de ma charge de travail extrêmement précis pour ne pas me retrouver en surcharge. Après, j'ai des périodes de surcharge, mais il y a toujours une date de début et une date de fin. Donc c'est ce que j'appelle la surcharge conjoncturelle et pas la surcharge structurelle. Ouais. Voilà. Bon. Et justement, c'est quoi tes tips pour ceux qui ont tendance à être surchargés tout le temps? Ouais, bah alors après, tips comme ça, c'est compliqué à donner parce que ça dépend d'où ça vient finalement, cette surcharge. Moi, je dis toujours un peu comme premier tip comme ça, c'est gardez bien en tête que vous avez que 168 heures dans votre semaine et déjà ne serait-ce que de mesurer le temps que prennent les choses, ça nous permet déjà de remettre un petit peu de réalité
Ouais. dans la sous-estimation du temps que peuvent prendre les choses. Et ça, déjà, quand on se rend compte que les choses nous prennent plus de temps que prévu, ça nous permet de diminuer un peu la to-do list longue comme le bras. Ça, je sais que moi, j'avais fait l'exercice avec, je crois que c'est Toggle, l'outil Ah oui, qui permet le de tracking. temps. Et que j'avais fait ça parce que justement, j'étais là, non, mais je crois que je passe pas trop de temps sans valeur ajoutée. Et en fait, je m'étais rendu compte que là où où je disais à tout le monde, ouais, non, moi, 2, 3 heures sur les réseaux sociaux par semaine pour tout créer, etc. Bam, Tu 15 heures. l'es. Tu l'as pas vu venir, celui-là. Ouais, un audit du temps, ça c'est génial. Il y a des outils de tracking effectivement qui permettent de faire un peu des audits de notre temps. Ça nous permet d'analyser l'existant et de se rendre compte que des fois, ouais, on passe du temps sur des trucs complètement inutiles. Carrément, carrément, carrément. Et aujourd'hui, justement, pour toi, poser tes limites, comment tu fais? C'est quelque chose, je sais pas, tu as une petite routine, tous les mois, tu fais un petit audit de là où t'en es par rapport à là où t'aimerais être et tu dis c'est bon, j'ai le bon rythme que je veux. C'est quoi tes routines un peu pour justement ne pas tomber Alors, dans la surcharge? ouais, alors moi je réfléchis toujours en termes de contenant avant de contenu. Donc par exemple, je sais que je ne veux pas dépasser 25 heures de temps de travail par semaine. Donc je fais rentrer le contenu qui rentre dans les 25 heures par semaine. Donc je me mets une limite en termes de rendez-vous par exemple par rapport à mes clients. Ce nombre de rendez-vous ou le temps que je passe sur mon accompagnement, et ben, je sais exactement le chiffre d'affaires que je peux matériellement atteindre avec le Ok. temps que j'y passe. Ensuite, je fais exactement la même chose pour les autres tâches, ce qui m'aide énormément à simplifier. J'ai un business, on va dire, extrêmement simple et même simpliste, parce que même dans un point de vue marketing ou commercial, je vais vraiment droit au but, à l'essentiel. Je mets pas de fioritures, j'ai pas des tunnels dans tous les sens. Et puis, pour les projets, c'est pareil. Je me fixe un projet, je décompose absolument tout mon projet de A à Z, j'estime le temps que ça va me prendre, je prends ma marge. Et ensuite, ça me donne une date limite de réalisation et pas l'inverse. Je me fixe pas la date limite avant d'avoir fait ma gestion de projet. Et en fait, toute cette combinaison d'éléments me permet de respecter ma charge de travail. Et donc ça, par exemple, dès que tu as un nouveau projet, tu vas faire cet exercice de te poser une demi-heure et tu as déjà fait l'exercice de te poser par rapport à tes clients, trouver tes clients, etc. Combien de temps ça te prend, c'est ça? Exactement, ouais, carrément. Et tu parles d'une entreprise simpliste? C'est quoi justement pour toi une entreprise simpliste que tu dirais, Bah, si on- une entreprise simpliste, c'est déjà je lance pas un nouveau canal d'acquisition avant d'avoir vraiment développé le premier. Donc par exemple, je suis pas forcément présente sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, etc. J'en ai un seul prioritaire. Pareil d'un point de vue commercial, je fais pas des choses dans tous les sens. J'applique mon canal et je mesure en fait. Donc j'ai beaucoup de KPI, on va dire d'indicateurs de performance dans mon entreprise sur la partie marketing, commercial, finance, client, expérience client et puis vraiment sur ma charge de travail. J'ai des indicateurs de performance et comme ça me permet de voir si je vais dans le bon sens. Et je fais de l'amélioration continue pour que les indicateurs, ils augmentent plutôt que d'ajouter de nouvelles choses. Donc, je préfère améliorer plutôt que d'ajouter. Ouais, c'est vraiment ce concept d'amélioration continue, j'améliore l'existant et Ouais. je me focalise là-dessus et pas je m'éparpille à, Mm. dans des C'est pas milliards. toujours évident, hein. Encore une fois, l'idée, c'est pas de montrer une image du truc parfait. Pas du tout. Oh là, il y a plein de choses que je fais et que je teste et que ça va pas du tout. Et on revient, on recommence, des choses qui m'apportent pas de résultats. Mais j'essaye, en tout cas, si j'ajoute quelque chose, de me donner une période de test et de voir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Si ça va pas marcher, je suis pas de l'acharnement. Par contre, je me dis, bah, je supprime, je reviendrai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je supprime parce que ça fonctionne pas. Mais je Mm. mesure. En fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est de mesurer. Ok. Et tu parles du coup d'entreprise simpliste. Est-ce que déléguer et avoir des équipes, pour toi, ça rentre dans dans une entreprise simpliste ou justement c'est le fait de je suis seule, j'ai un petit business entre guillemets à petite échelle, où il y a cette notion de oui, bah, simpliste, c'est je délègue et comme ça j'en Mm. ai à faire. Ouais, très bonne question. Moi, je pense que ça dépend de notre vision. Moi, je pars du principe que mon équipe me permet de me déléguer de choses que soit je n'aime pas faire ou que je ne suis pas bonne dedans. Donc ça, pour moi, ça me simplifie beaucoup. Alors qu'il y en a d'autres personnes qui peuvent avoir la sensation d'être alourdies par l'équipe parce qu'ils n'aiment pas gérer une équipe, par exemple. Mm. Donc pour moi, ça dépend vraiment de la vision. On peut avoir tout et son contraire.
moi, ça m'allège beaucoup d'avoir une équipe. Par contre, j'ai pas envie non plus d'avoir une équipe de 50 personnes, ou en tout cas pas de la manager en direct si un jour j'arrive à ce stade-là. Mais là, d'avoir ouais, une petite équipe sur laquelle me reposer, que eux, ils peuvent compter sur moi et moi, j'adore échanger avec eux. Donc, c'est pas quelque chose qui m'alourdit, au contraire. Et je trouve qu'on va tellement plus loin ensemble que honnêtement, je pourrais pas me passer d'eux aujourd'hui. Ok. Et là, du coup, tu as une équipe de combien de personnes? Alors, du coup, sur l'accompagnement, on est 6. Hmm. Et après, j'ai que Laura avec moi, mon binôme, mon copilote, qui m'aide vraiment sur toute la partie assistant, on va dire assistante marketing, mais je dirais même que c'est réducteur par rapport au rôle qu'elle a. Ok, un peu Donc, l'opérationnel. ouais, mon bras droit, vraiment sur toutes les choses qu'il y a à faire d'un point de vue accompagnement, c'est elle qui fait toutes les fiches de suivi, c'est elle qui crée tous les outils, c'est elle qui fait tous les supports, c'est elle qui fait tous les tunnels. Mais C'est tu mon fais bras droit, c'est Laura. Mais tu te fais rien, dis donc. Aussi, il m'en reste quand même pas mal. Mais bon, on Je mesure. rigole, je rigole. Euh, ok, top. Et qu'est-ce que je voulais dire? On parlait d'équipe, de bras droit. Ouais, toi, c'était du coup, si on revient sur le moment où tu as dû créer une équipe, qu'est-ce qui te fait dire, là, je suis sous l'eau, entre guillemets, il faut que je simplifie ce que j'ai, ou il faut que je délègue? Tu vois, comment tu Ouais. mets le curseur? La rentabilité de l'entreprise, déjà, c'est sûr, parce que il y a plein de personnes qui délèguent parce qu'ils sont sous l'eau, alors qu'en réalité, le modèle économique on va dire de base, il n'est pas rentable. Donc, le fait d'aller ajouter de la délégation vient juste accentuer la problématique de base. Ouais. Donc ça, c'est sûr que moi, j'ai une analyse vraiment de la marge nette de l'entreprise, et déjà, je regarde si est-ce que je me sens sous l'eau, mais mon entreprise, elle gagne pas un rond. Où j'y passe trop de temps par rapport à ce que je gagne. Et dans ce cas-là, là, c'est plus de la simplicité ou je sais pas, de l'augmentation de tarifs ou de la diminution du temps passé sur les offres que je propose. Et la délégation vient dans un deuxième temps. Donc pour moi, la délégation vient vraiment dans un dernier step. C'est toujours la simplification d'abord et la rentabilité aussi. Ouais, c'est le critère de t'en es où dans ta marge qui va te faire Ouais, dire si c'est le bon moment pour déléguer ou pas, et ouais. pas t'en es où dans ta charge de travail, quoi. Ouais. Là, pour le coup, je sais que c'est vraiment parfois un conseil qui m'énerve, en fait, quand on dit aux gens, ah, mais t'es sous l'eau, délègue, parce que ça fout des boîtes en l'air, en fait, d'avoir trop de délégations et de pousser, intensément à la délégation, alors que la plupart du temps, on n'a aucune analyse ou structuration financière et on ne sait même pas, dans quelle mesure, en fait, cette délégation-là, elle va venir peser sur notre rentabilité. Ouais. Non, mais ça parle totalement parce que moi, c'est ce que j'ai vécu du coup il y a un an. Alors, le chiffre d'affaires, la marge commence à augmenter et je pense que j'ai délégué trop tôt. Alors, Hmm. surtout, j'ai délégué au moment où je pivote. Donc, je pense que déjà, c'était pas forcément truc le plus intelligent. Mais j'ai délégué d'un coup énormément et justement, ça a rogné énormément sur la marge, etc. Ouais, Ce qui fait que finalement, j'ai dû revenir en arrière et dire, oh, on va enlever la délégation, ouais. on va simplifier justement, comme tu dis. Et ensuite, là, j'y reviens, du coup, on redélègue, Ouais, etc. voilà. Ouais, des Mais fois, on peut avoir des petits retours en arrière comme ça, mais c'est important parce que sinon, on peut se retrouver à se mettre une énorme pression, à devoir aller chercher un chiffre d'affaires parce qu'on a délégué. Et en fait, c'est toujours la course à plus, mais en attendant, nous, on se rémunère pas forcément mieux. Donc, Exactement. J'étais exactement dans ça, dans bon, bah, il faut que je trouve plus d'argent parce qu'il faut que je paye les prestataires. Puis en fait, dans un cercle vicieux, tu te dis à un moment donné, non, mais si juste j'enlevais les prestataires et que l'argent elle allait directement à moi, ce serait plus intelligent. exactement. Mais j'ai fait l'erreur, comme tu l'as dit, de me dire je suis sous l'eau, la solution c'est de déléguer. Hmm. Alors que je pense que c'était pas forcément la solution, surtout en plein pivot où du coup le CA a diminué forcément dans les premiers mois. Ouais. C'est clairement pas la solution, mais j'aurais eu aimé avoir ton conseil de on délègue quand on fait suffisamment de marge et par contre on simplifie s'il Hmm. y a la marge pour justement Ou en tout mieux cas, gérer. on le fait en connaissance de cause. Je veux dire, si des fois, on peut avoir aussi des délégations où on n'a pas forcément de l'argent maintenant, mais en fait, on vise un retour sur investissement. Et c'est tout à fait OK. Il y a aussi des délégations qui sont comme ça. Mais dès l'instant qu'on le sait, eh ben, on sait l'objectif qu'il y a à se fixer derrière et on se sent plus serein, sereine à l'idée de le faire. Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a une vie qui fait pas trop de sens, qui en plus se sent débordé, tu lui dirais quoi? Moi, je lui dirais de se reconnecter, du coup, à ce pourquoi il a entrepris de base.
Ça, c'est, on va dire, que c'est le premier élément. En fait, le moteur, en fait, d'aller chercher son moteur. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de simple, mais d'aller vraiment se reconnecter au début. Généralement, au démarrage d'un projet, on a cette flamme et c'est qu'après qu'elle commence à s'éteindre. Donc, de se reconnecter un petit peu à ce qui fait sens derrière et ensuite, de construire un plan d'action assez rapidement pour arriver à retrouver cette flamme. Parce que quand on laisse le temps passer, en fait, pour le coup, le temps n'arrange pas les choses. On a tendance à reporter un petit peu ça. Ça fait pas trop sens, etc. On va voir comment ça va s'améliorer, comment ça va se projeter dans le futur. Et en fait, ça fait que empirer. Donc, de prendre conscience de la situation, de se reconnecter au moteur et de construire un plan d'action pour pouvoir en sortir. Et si c'est trop dur, bah honnêtement, c'est un peu cliché, mais de se faire accompagner, peu importe le type d'accompagnement que ce soit un accompagnement psychologique, euh, comme un accompagnement business par exemple, je pense que c'est important quand on ne sait pas comment sortir de ce cercle vicieux. Ouais. Et ça me parle énormément, cette notion de quand il y a doute, il n'y a pas de doute. C'est se dire que ah, là, ça Hmm. n'a pas trop de sens, mais bon, ça va s'améliorer, ça va aller, c'est moi qui me fais des nœuds au cerveau, etc. En général, quand il y a un petit doute de Hmm. l'eau où ça manque de sens, il n'y a pas de doute, faut agir. Ouais, quand on commence à ne plus écouter cette petite voix intérieure qui te dit, là, là, tu le sais que t'es pas sur le bon chemin. Mais généralement, on a tellement avancé sur le chemin que du coup, on n'ose plus, genre, comme revenir en arrière ou bifurquer parce que, bah, on a avancé sur le chemin. Donc, on a l'impression qu'on aura perdu tout le temps qu'on aura passé à aller dans un chemin qui n'est pas le bon. Alors qu'en réalité, on en apprend aussi beaucoup à se tromper, à rater, à échouer. Ouais. Mais c'est là aussi où il y a la limite entre la persévérer et revenir en arrière. Ouais, Euh, l'acharnement et la persévérance, hein. Je ne sais pas si toi, tu t'es déjà posé cette question de est-ce que là, je m'acharne ou est-ce que là, il y a vraiment une bonne raison, on va dire, de persévérer. Hmm. C'est dur de faire, je trouve, Ah la ouais, différence entre les deux. ouais, bah alors ça complètement. Si, je pense que des fois, je suis allée peut-être un petit peu loin, hein. J'ai testé, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ça nous arrive tous de dire, là, est-ce que je suis en train de persévérer parce que je sens qu'il y a un truc derrière, et là, je suis en train vraiment de m'acharner. Moi, j'écoute vachement plus mon énergie aussi. Plus ça me plombe mon énergie, plus je me dis, je vais pas dans le bon sens. Donc, à un moment donné, c'est bien gentil de persévérer, mais si le chemin n'est pas kiffant, je remets Ouais. peut-être en question le chemin quand même avant la destination. Carrément. Et du coup, quand tu dis j'écoute mon énergie, Ouais. c'est quoi? C'est le soir quand tu es lessivé, tu te dis voilà, là, ça va pas, tu as des petits rituels, justement. C'est quoi concrètement? Alors moi, je prends beaucoup de temps pour moi. Et donc, du coup, quand je suis fatiguée mentalement ou physiquement, malgré le temps que je prends pour moi, c'est pas bon signe. Ok. Donc, c'est soit effectivement une mauvaise direction, c'est-à-dire je suis pas du tout alignée avec l'objectif que je me suis fixé, ou alors c'est le chemin qui m'éclate pas. Mais dans les deux cas, j'ai envie de kiffer à la fois le chemin et les résultats que je vise. Mm. Alors, je dis pas que tout doit être facile. Il y a des trucs qui sont pas faciles, voilà, mais j'estime que j'ai pas non plus envie de souffrir pour arriver à un objectif. Ouais. Ça, non. Et en fait, ça vaut pour tout. C'est-à-dire dans mon business, comme si je me fixe un challenge sportif, ok, bien sûr, sortie de zone de confort, ok, ça va être difficile, mais j'ai pas non plus envie d'y aller les larmes aux yeux, être dans la souffrance et me faire mal non plus pour atteindre mon objectif de résultat. Ouais, ça parle totalement. C'est là où je pense que, enfin, moi, à titre personnel, je suis persuadée qu'on peut avoir du plaisir dans la douleur. Et que si tu Hmm. n'as pas de plaisir dans la douleur, c'est que justement, tu es dans de la souffrance qui est mauvaise, entre guillemets. Ouais. Quand tu as du plaisir dans la douleur, bah, par exemple, tu fais un marathon, tu vois la tête des gens qui courent, ils ont de la douleur, Ouais. hein. Pourtant, tu leur demandes s'ils kiffent, ils te diraient oui, je suis dans le challenge. Donc, on peut avoir du plaisir dans la douleur. Et je pense que c'est justement quand il n'y a plus cette notion de plaisir dans la Hmm. souffrance, on est peut-être sur un chemin qu'il faudrait pas prendre, quoi. Ouais, complètement. Et puis, je pense que c'est différent aussi de chacun. Tout le monde va avoir son curseur qui va être à des endroits différents. Et c'est écouter son propre curseur où on se dit, là, je suis dans le plaisir malgré tout, et pas dans la souffrance. Ouais. Mm. Ouais, non, c'est ultra intéressant et je pense que ça parlera à ceux qui nous écouteront, qui nous écoutent justement sur le fait de plaisir et douleur. On les met souvent à l'opposé, mais je pense qu'ils peuvent être ensemble. C'est clair. Et très souvent d'ailleurs, pour avoir plus de plaisir, il faut passer par de la douleur. On se le Ouais, dise. je pense aussi, ouais, que les résultats, on va dire, atteints. Et tu parlais tout à l'heure de marathon. Alors, j'ai jamais fait de marathon, mais j'ai fait un semi-marathon, par exemple. Et en vrai, je pense que si j'en avais pas chié autant, pardon,
J'aurais peut-être moins kiffé le résultat. Je dis aussi quand les gens disent que c'est trop bien quand t'as ton enfant et que t'accouches, je dis non, mais en vrai, c'est parce que t'en as vachement chié. Je pense que si c'était simple et que ça venait tout seul, genre du jour au lendemain, hop, tiens, un enfant, on n'aurait pas le même état de bonheur. Ouais, c'est clair, c'est possible. Super, Amélie. Alors, j'ai l'habitude de finir le podcast par une question de coaching qu'on pose aux auditeurs à méditer en marchant. Du coup, est-ce que toi, tu as une question comme ça qui te vient, qui pourrait se poser pour bah, justement, soit en rapport avec ce qu'on s'est dit, l'organisation, la gestion du temps, soit pour avoir une vie qui fait plus de sens. Bref, un peu une question de réflexion où tu as l'habitude de Hmm. faire régulièrement et tu dis, ah, cette question, elle est bien. C'est pour ça. Ouais, alors peut-être que je vais poser cette question-là. Généralement, on- quand je fais des événements, par exemple, pour pouvoir parler justement de la croissance sereine, il y a une question que j'aime bien poser, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point te sens-tu en contrôle de ton emploi du temps aujourd'hui? Et du coup, ça, généralement, ça permet aussi de voir un peu les points d'amélioration, un peu ce que tu m'as posé en en début d'épisode. Et ben ouais, pour moi, c'est ça, ce serait vraiment cette question-là. À quel point tu sens que tu es en maîtrise de ton temps aujourd'hui? Et si la personne, jamais, elle répond une très très mauvaise note, ce serait quoi ton conseil? Et bah, ce serait la même réponse que je t'ai apportée tout à l'heure sur, bah, ok, maintenant tu t'en rends compte, qu'est-ce que tu as envie de changer pour? Donc, c'est quoi le plan d'action que tu vas mettre en œuvre dès maintenant pour pouvoir sortir de cette situation et te sentir plus en maîtrise de notre temps, parce qu'on a tous besoin d'être en maîtrise de notre temps et voilà, notre ressource temps, c'est quand même la ressource la plus précieuse. Donc, mettons en œuvre un plan d'action et fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. Trop bien. Je trouve que c'est un super conseil pour clôturer l'épisode. En tout cas, un grand merci à toi, Amélie, pour tous ces conseils et ton temps et tes partages. Si on veut te retrouver, justement, on te retrouve où? Ouais, et bah on me retrouve particulièrement sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et mon compte Instagram c'est avec mon nom et mon prénom, donc vous allez me retrouver assez facilement, c'est Amélie tiré du bas Canan. Et ouais, c'est là où je partage les backstage, les coulisses et c'est mon canal de communication privilégié. Top. Et ben, je mettrai le lien en descriptif de l'épisode. Encore un grand merci à toi, Merci à Amélie. toi. Et n'oubliez pas d'écrire des petits mots doux à Amélie sur son compte Insta si vous avez aimé l'épisode. Et je te dis à très vite. À très vite, merci beaucoup. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à écouter en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Amélie qui te pose cette question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point te sens-tu en contrôle de ton temps?